Chapitre 9. Byron, Coleridge, Shelley, Keats, D.H., Lawrence, John Galsworthy, Constable, Stanley Spencer. De nombreux écrivains, peintres et artistes en tout genre avaient habité le quartier résidentiel de Hampstead, au nord de Londres, dont la caractéristique principale était sa situation privilégiée, sur une colline, parcourue de ruelles escarpées, d'où il semblait dominer la capitale avec une fierté certaine et quelque arrogance. Un énorme espace vert et boisé, que l'on avait coutume d'appeler la lande, séparait Hampstead de Highgate, et offrait aux habitants du quartier un avantage notoire dont ils étaient fort satisfaits. Hampstead était le rêve réalisé d'Alphonse Allais, philosophe et humoriste français, à savoir la ville à la campagne. Allais, qui avait posé les bases d'une profonde réflexion sur la nature humaine en écrivant ses phrases décisives sur la vanité sociale. Être de quelque chose vous pose un homme, comme être de Garenne vous pose un lapin. De plus en plus de promeneurs du dimanche venaient troubler la sérénité de Hampstead, de ses ruelles et de sa lande, mais la tranquillité luxueuse de l'époque géorgienne y régnait encore. De nombreux hôtels particuliers parvenaient à se cacher dans la verdure, comme celui qu'occupait le célèbre psychanalyste Jacob Tonberg, dont la demeure était sise à l'extrémité de Well Walk, en bordure de Hampstead Heath. Bâtie en briques rouges et en bois, la ravissante demeure du XVIIe siècle s'abritait sous le feuillage de hêtres et de bouleaux. L'entrée, qui surgissait au terme d'une allée bordée de troènes, était surmontée d'un fronton triangulaire reposant sur 2 colonnes blanches. De part et d'autre, 2 fenêtres rectangulaires à petits carreaux, 5 ouvertures semblables au premier étage, couronnées d'un autre fronton et de 2 cheminées. De l'ensemble se dégageait une impression de confort et d'intimité, sous un ciel variable, parcouru de nuages blancs et noirs, dont la plupart portaient les averses prochaines. Higgins sonna. Une femme âgée, vêtue d'une blouse blanche d'infirmière, tarda à ouvrir. « Avez-vous rendez-vous ? » ?»« Je crains que non. »« En ce cas, téléphonez. Le docteur ne prend aucun client à l'improviste. Nous ne sommes pas des clients. Les démarcheurs doivent s'adresser à la porte de service, sur votre gauche. Nous ne sommes pas non plus des démarcheurs. Alors, qui êtes-vous ? Scotland Yard. La police ? Mais que voulez-vous ? Voir au plus vite le docteur Jacob Tonberg. C'est impossible. Nous pouvons également l'appréhender et le conduire à mon bureau, menaça Scott Marlowe. Appréhender le docteur Tonberg. Vous n'y pensez pas ? Nous y pensons très sérieusement, mademoiselle. Il est un témoin capital dans une affaire criminelle. Mon Dieu, mon Dieu ! Entrez, messieurs. Puis-je vous demander de patienter quelques minutes dans la bibliothèque ? L'infirmière évita d'introduire les policiers dans la salle d'attente. La bibliothèque était une vaste pièce chargée de rayonnage en merisier. Les mains croisées derrière le dos, Higgins jeta un œil aux milliers de volumes, tous consacrés à la psychanalyse. Il ne manquait aucune œuvre majeure, aucun commentaire en anglais, en français ou en allemand, aucune revue spécialisée. Le docteur Tonberg semblait friand d'informations. L'étroitesse et la petitesse de la cheminée choquèrent Higgins. Moins de 5 minutes plus tard, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. « Le docteur vous attend, messieurs. » Jacob Tonberg était un homme grand, mince, portant un collier de barbe très noir et un chapeau melon de la même couleur. Avec ses sourcils épais, ses yeux marrons, ses oreilles larges et décollées, son nez busqué et ses lèvres minces, il était vêtu d'un costume gris d'excellente coupe et donnait l'image d'un notable sûr de lui. Sur son bureau, une réplique miniature de la statue de Moïse, due au ciseau de Michel-Ange, et exposée dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Rome. D'un haut-parleur sortait, à faible intensité, une musique que Higgins identifia comme étant l'ode funèbre pour la reine Marie de Purcell, une souveraine vertueuse morte en 1694 de la Petite Vérole, au cours d'un mois de décembre si glacial qu'il avait fallu attendre mars de l'année suivante pour l'enterrer. À côté du bureau en chêne, un divan recouvert d'un tapis à motifs géométriques bleu, rose et noir, et de 3 coussins marrons. À la tête du divan, une chaise Regency. Debout, le psychanalyste dévisageait ses hôtes comme un entomologiste détaillant un insecte inhabituel. « Seriez-vous vraiment Scotland Yard ? Inspecteur Higgins et superintendant Marlowe. Remarquable. Vous sortiez, je suppose ? Mauvaise déduction, inspecteur. Sherlock Holmes lui-même se serait trompé. Je porte toujours un chapeau quand je consulte. Cet accessoire déroute le patient et favorise ma concentration.
Première leçon d'analyse. Ne pas se fier à la logique d'apparence. Pouvez-vous nous accorder quelques instants? En théorie, non. Car je dois recevoir un garçonnet dont les prédispositions perverses polymorphes sont particulièrement marquées. Comme il déteste attendre, mon retard lui fera subir une surchauffe à la fois consciente et inconsciente dont je tirerai parti. D'une certaine manière, votre visite est utile à la science. Vous nous en voyez ravis? Vous auriez aimé vous asseoir. Malheureusement, c'est impossible. Ici, il n'y a que 2 chaises, qui me sont strictement réservées, l'une et l'autre, et un divan pour mes patients. Nous resterons debout, docteur. Moi, je m'assieds. Écoutez-vous souvent cette ode funèbre de Purcell? Puisque vous l'avez identifiée, elle n'est plus d'aucune utilité. Jacob Thornberg coupa le son. Cette partition illustre un problème crucial, reprit-il. Le livre de la prière commune l'exprime en termes clairs. L'homme, né de la femme, a la vie courte, mais des tourments à satiété. Pareil à la fleur, il éclot, il est coupé, il fuit comme l'ombre. Au plus fort de la vie, nous sommes dans la mort. C'est précisément de la mort que nous souhaitons vous entretenir, docteur, et même de mort violente. Diable, nous voici en pleine tragédie. Dans notre langage, il s'agit d'un crime prémédité. Ah, le langage. Tout est cela, inspecteur. Selon les termes que vous utilisez, la réalité se modifie. Une tragédie peut devenir un crime se transformer en tragédie, l'un s'assimiler à l'autre, l'un s'écarter de l'autre. Et si le crime est parfait, il n'est plus tragédie, mais peut-être la forme accomplie d'un art insolite, ou bien l'exaltation de la monstruosité de l'instinct perverti par les règles sociales. De notre point de vue, intervint Scott Marlowe, la situation est beaucoup plus simple. Un meurtre et un assassin. La simplification, superintendant, est extrêmement dangereuse. À cause d'elle, on sépare les êtres humains en 2 catégories, les bien portants et les malades. Ce n'est pas le cas? Bien sûr que non. La psychanalyse a prouvé le contraire. Cette distinction n'a aucun intérêt et nous conduit dans une impasse condamnable que chaque esprit scientifique doit rejeter avec force. Tant que Scotland Yard se cantonnera dans la ridicule opposition entre assassin et victime, il n'atteindra pas les sublimes vérités de l'inconscient. L'un et l'autre portent une part de responsabilité, tant dans la culpabilité que dans l'innocence, même s'ils l'ignoraient. Victime d'un côté, assassin de l'autre. Renoncez à cette classification arbitraire, superintendant. Elle n'a plus aucune valeur. J'ai encore la faiblesse d'y croire, docteur. Vous y renoncerez, vous verrez. À propos, que faites-vous ici? Nous aimerions vous interroger à propos d'un crime, révéla Higgins. La psychopathologie criminelle n'est pas ma spécialité. Je vais vous donner le nom d'un collègue. Inutile, docteur. C'est bien vous que nous voulons voir. Seriez-vous quelqu'un d'obstiné, inspecteur? On le dit. Avez-vous tenté de lutter contre cette tendance? Jamais pendant une enquête criminelle. Tant mieux. Un refoulement aurait pu perturber votre raisonnement. Souhaitez-vous un simple avis de ma part ou devons-nous entamer une discussion? Une discussion sera nécessaire. Le docteur Thornberg appuya sur une sonnette à pied. L'infirmière entra avec un plateau supportant une cafetière, 3 tasses et une assiette de biscuits. Elle le posa sur le bureau du psychanalyste, lequel servit lui-même le café et alluma un cigare. « Buvez, messieurs, il est excellent. » Par bonheur, Higgins avait évité le supplice du thé. Comment aurait-il avoué qu'il était le seul sujet de sa gracieuse majesté à détester la boisson nationale? Eh bien, messieurs, dit le praticien, que désirez-vous savoir?